Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je vais te lire un conte russe qui s'appelle L'oiseau de feu. Et j'ai choisi la version de ce conte de la collection des histoires en musique d'Elodie Fondacci. Tu es bien installé? Alors écoute. Il était une fois un tsar qui possédait un jardin extraordinaire, dans lequel poussaient des arbres rares et des fleurs précieuses, qui venaient des 4 coins du monde. Il y avait des arbres aux feuilles fragiles comme du verre, qui tintaient doucement quand le vent s'engouffrait dans les branches. Il y avait des fleurs carnivores qui croquaient la main de qui voulait les toucher. Il y avait des plantes qui soignaient les blessures et des milliers d'autres fleurs plus incroyables les unes que les autres. Parmi toutes ces merveilles, il y avait surtout un arbre auquel le tsar tenait plus que tout. C'était un pommier dont les fruits étaient d'or. Chaque matin, le tsar, avec toute sa cour, allait regarder son arbre. Il contemplait les pommes d'or qui étincelaient dans le soleil et s'en retournait ravi, commençait sa journée de travail. Mais un beau jour, il s'aperçut qu'une de ses pommes avait disparu pendant la nuit. Le tsar entra dans une terrible colère qui fit trembler sa moustache. « Qui ose dérober mes pommes d'or ?» tonna-t-il. Mais personne ne fut capable de lui répondre. Le tsar ordonna alors à ses soldats de se poster autour du jardin et de surveiller chaque issue. Mais rien n'y fit. Au petit matin, il manquait toujours une autre pomme. Le tsar doubla la garde et il arma ses soldats de piques et de hallebardes. Mais rien n'y fit. Le lendemain, une autre pomme avait disparu. Et il en fit de même tous les autres matins. Le tsar en perdit le sommeil. Il ne mangeait plus et ses cheveux devenaient blancs comme neige, tant il se faisait du souci. Un matin, n'y tenant plus, il fit appeler ses 3 fils. « Mes chers enfants, dit le tsar, je vous demande de trouver le voleur et de me le ramener mort ou vif. Sinon je vais mourir de chagrin. » Et le soir même, l'aîné alla se poster dans le jardin, avec son arbalète. Mais au bout de quelques heures à peine, il s'endormit. Au petit matin, il alla voir son père. « J'ai gardé les yeux ouverts, père, mais nul n'est venu. C'est à n'y rien comprendre. » Le deuxième soir, le fils cadet s'installa au pied du pommier, bien décidé à ne pas fermer l'œil. Mais à peine fut-il assis dans l'herbe que ses yeux devinrent lourds et qu'il se mit à ronfler. À son réveil, il alla trouver son père. « J'ai veillé toute la nuit, père, et pourtant je n'ai rien vu. Il doit y avoir là quelque sorcellerie, hein. » Le 3e soir, ce fut au tour du 3e fils, le plus jeune, Ivan, d'aller monter la garde. Pour ne pas s'endormir,
Le prince faisait les 100 pas dans le jardin et se rafraîchissait le visage à l'eau de la fontaine. Il était à 2 doigts de sombrer lui aussi dans le sommeil, quand tout à coup, il se fit une immense clarté. Le jardin s'illumina comme si le soleil s'était levé. « Mais je deviens fou !» pensa Yvan en se frottant les yeux. « Nous sommes en plein milieu de la nuit. » Il regarda le ciel et il vit une boule de feu incandescente qui arrivait à toute allure vers le jardin. Mais ce n'était pas une boule de feu. C'était un oiseau au plumage si éblouissant qu'on aurait dit une flamme turbulente. Yvan dut se mettre la main devant les yeux pour ne pas être ébloui. En un clin d'œil, l'oiseau de feu fondit sur l'arbre, saisit dans son bec une pomme d'or et s'éloigna à tire-d'aile sans qu'Yvan ait pu faire un geste. Le lendemain matin, le prince Yvan alla voir son père. « Père, dit-il, en s'inclinant devant lui, une main posée sur le cœur, je sais qui est le voleur. C'est un oiseau couleur d'or, aussi vif qu'une flamme, qui vient chaque nuit cueillir une de tes pommes. Et je n'ai pas réussi à l'attraper. Mais je te jure que je ferai le tour de la terre, s'il le faut, pour le ramener devant toi. »« Va, mon fils, dit le tsar, et que Dieu soit avec toi. » Aussitôt, Ivan Tsarevitch fit seller son cheval. Il enfila ses bottes rouges, accrocha un sac rempli de pain sur ses épaules, prit son arc et ses flèches d'argent, et il partit à travers le vaste monde à la recherche de l'oiseau de feu. Il chevaucha par monts et par vaux, traversa d'immenses déserts où le vent soufflait sans fin en faisant tourbillonner la poussière, franchit des montagnes réputées infranchissables, erra au milieu des steppes hérissées de bouleaux argentés. Et à chaque fois qu'il croisait quelqu'un sur sa route, un vieux laboureur penché sur sa terre ou une grand-mère devant son isba, Ivan soulevait son beau bonnet de fourrure et demandait « Bonjour grand-père, bonjour grand-mère, n'avez-vous pas vu l'oiseau de feu ?» Mais personne n'était capable de lui répondre. Les mois passèrent. Ivan s'apprêtait à renoncer et à rebrousser chemin lorsqu'il parvint à une forêt si dense et si sombre qu'aucun rayon de soleil ne réussissait à y pénétrer. Le prince et son cheval se frayèrent à grand-peine un chemin à travers les arbres noirs, quand soudain, ils débouchèrent au cœur d'une clairière baignée de lumière. Ivan n'en crut pas ses yeux. Dans le sombre feuillage d'un chêne vert était posé l'oiseau de feu. Le cœur battant, le prince sauta silencieusement de cheval, se faufila à pas de loup derrière un buisson et, rapide comme l'éclair, se jeta sur l'oiseau de feu qu'il parvint à capturer. L'oiseau se débattit. « Pitié, prince Ivan, relâche-moi. Que vas-tu faire de moi ? » ?»« Je vais t'amener au royaume de mon père, » répondit Ivan Tsarevitch, « et il te coupera la tête comme on le fait aux voleurs de ton espèce. » Une larme coula des yeux flamboyants de l'oiseau. « Je ne volerai plus, prince Ivan, je te le jure. Rends-moi ma liberté. » Le prince regarda l'oiseau, son cou délicat, son bec couleur rubis. Il fut ému par tant de beauté et de détresse. « Tu as raison, bel oiseau. Après tout, pourquoi te tuer ? Va, je ne veux pas te priver de ta liberté. » Et le prince Ivan ouvrit les mains. L'oiseau prit son vol, mais il ne s'enfuit pas.
Il se posa sur la plus haute branche du chêne, inclina la tête devant le prince et lui dit de sa voix d'airain : « Tu es un jeune homme bon, Ivan Tsarevitch. Tu m'as accordé la liberté sans rien me demander en échange. Pour te remercier, je vais te faire un cadeau. » Et l'oiseau, ployant son cou gracieux, arracha délicatement une plume de sa queue. Tu vois cette plume, Ivan ? C'est une plume magique. Si tu es en danger, agite-la. Où que je sois, j'arriverai à tire d'aile pour venir à ton secours. Et disant ces mots, l'oiseau ouvrit ses ailes majestueuses, et il ne fut bientôt plus qu'un minuscule point lumineux dans l'azur. Ivan resta seul, tenant entre ses mains la plume d'or qui scintillait doucement comme un rayon de soleil. Songeur, il l'arrangea dans sa besace et ce fut comme s'il avait placé une lampe dans son sac, car la plume continuait à briller à l'intérieur. Le prince s'en retournait à pas lents vers son cheval, quand tout à coup, il entendit des éclats de voix. Il eut à peine le temps de se dissimuler derrière un arbre que 13 jeunes filles, plus ravissantes les unes que les autres, firent apparition dans la clairière. Ivan n'osait respirer. Les joues rosies par le vent, les jeunes filles babillaient avec gaieté. Elles cueillaient des bracelets de boutons d'or qu'elles piquaient dans leurs cheveux, jouaient à se lancer une balle en riant aux éclats. Enfin, se prenant la main, elles se mirent à danser avec grâce. Ivan sentit son cœur battre au plus fort. Au centre de la ronde se tenait la plus belle jeune fille qu'il ait jamais vue. Sa bouche était de miel, sa peau était de lait, et ses cheveux blonds comme les blés étaient retenus en une grande tresse qui lui tombait jusqu'au milieu du dos. Les bras tendus vers le ciel, elle virevoltait légère, et le vent gonflait comme une corolle sa robe rouge brodée d'or. On aurait dit une fleur portée par un souffle d'air. Le prince Ivan tomba amoureux sur le champ, et il était si ému qu'il laissa échapper un soupir. Les jeunes filles s'arrêtèrent net dans leur jeu et s'immobilisèrent comme des biches effrayées. Alors, Ivan Tsarevitch sortit de sa cachette et mit un genou à terre. « Ne craignez rien, belle jeune fille, dit-il. Je ne vous veux aucun mal. Je suis le prince Ivan Tsarevitch. Et vous, qui êtes-vous » La plus belle leva vers lui des yeux pleins d'inquiétude. « Pars, prince Ivan, je t'en supplie, pars, sans te retourner. Cours à perdre haleine, par-delà les monts, par-delà les plaines, et ne te retourne pas, ta vie est en danger. Ne sais-tu point que tu as pénétré sur les terres du cruel sorcier Kachey ? Je suis la tsarevna Vassilissa, fille du tsar d'une contrée lointaine. Et voici mes 12 sœurs. Kachey l'immortel nous retient prisonnières. Mais je t'en prie, n'essaye pas de nous sauver. Enfuis-toi pendant qu'il est encore temps. Tous ceux qui ont voulu nous délivrer ont été transformés en statues de pierre. »« Je n'ai pas peur, princesse, » répondit Ivan, « et je ne quitterai pas cette forêt sans toi. » Le prince Ivan voulut prendre la princesse par la main, mais au moment même où ses doigts effleurèrent les siens, il y a eu un grondement sourd, le sol trembla et un nuage couleur de suie voila le ciel, plongeant la clairière dans une nuit noire comme de l'encre. Tâtonnant à l'aveuglette, le prince sortit la plume de son sac et il s'en servit comme d'une torche. Mais il dut se rendre à l'évidence, les 13 princesses avaient disparu. À la lueur de la plume qui rougeoyait dans l'ombre, Ivan chercha son chemin à travers l'obscurité. Et soudain,
Au milieu des ronces, il aperçut un sentier qu'il n'avait pas remarqué jusqu'alors. Un sentier tout hérissé de pierres et de rochers qui serpentait les bois sombres. Alors, n'écoutant que son courage, Ivan Tsarevitch s'engagea sur le chemin rocailleux. Et il s'enfonça dans les ténèbres. Trébuchant à chaque pas, le prince suivit le chemin bordé d'arbres morts. Un vent glacial sifflait à ses oreilles et ses pas résonnaient dans le silence. Ivan ne croisait rien ni personne, sauf d'étranges statues de pierre qui représentaient des chevaliers en armes, figés en plein combat. L'un agrippé à la crinière de son cheval, cabré de terreur. L'autre tentait de se protéger avec son bouclier, la bouche ouverte en un cri muet. Le troisième était tombé à terre et son chien de pierre hurlait à la mort. Tous avaient sur le visage la même expression de terreur et d'effroi. Et Ivan comprit soudain qu'ils n'étaient autres que les victimes de l'abominable Kachey qui les avait pétrifiés. Le sang d'Ivan Tsarevitch se glaça dans ses veines, mais il ne renonça pas. Il longea un précipice, gravit une montagne couverte de neige noire et arriva devant un immense portail de pierre, fermé par une haute grille. Ivan regarda à travers les barreaux. Une vaste plaine désolée s'étendait devant lui. Pas une fleur, pas un brin d'herbe, pas une seule couleur. Le paysage n'était que pierre, grise et nue. Au loin, creusé dans la roche, se dressait un château de granit sombre, dont les tours effilées comme des lames semblaient crever les nuages violacés. Accrochés au-dessus du vide, des gargouilles de pierre le regardaient d'un air menaçant. Une nuée de corbeaux tournoyait dans le ciel vide. Le cœur d'Ivan cognait contre sa poitrine. Il se décida à pousser la grille, mais à l'instant où il la toucha, la grille tomba en poussière et un carillon strident se déclencha comme par enchantement. Les gargouilles prirent vie, déployèrent leurs ailes de pierre et fondirent sur Ivan comme une horde de démons en poussant des cris perçants. Ivan tira son épée et se défendit comme un beau diable. Il parvint à transpercer quelques monstres, mais soudain le sol se fendit et il vit surgir des entrailles de la terre une silhouette maigre et osseuse, enveloppé dans un long manteau noir. Kachey l'immortel, car c'était bien lui, avait le teint jaune comme de la cire et de féroces moustaches qui retombaient comme des crocs sur son visage blafard. « Tu as voulu me défier, prince Ivan ? Tu vas le payer. » Déjà Kachey levait son bâton noueux et jetait un sort à Ivan Tsarevitch. Le prince se jeta en arrière et, l'évitant de justesse, l'arbre mort qui était derrière lui se changea en pierre. Kachey brandit à nouveau son bâton. Ivan n'eut que le temps de faire un bond de côté. La fontaine qui était derrière lui se figea à tout jamais. Kachey leva les mains et la foudre s'abattit à quelques pas d'Ivan Tsarevitch. La roche se fissura et Ivan perdit l'équilibre et tomba sur le sol. Le temps s'arrête pour toi, Ivan Tsarevitch. Ivan vit la haute silhouette de Kachey s'avancer au-dessus de lui, comme une ombre. Et il sentit sa dernière heure arriver. Quand soudain, il se rappela la promesse de l'oiseau. Il tira la plume d'or de son sac et il l'agita de toutes ses forces vers le ciel.
Au moment même où Yvan brandit la plume, un éclair de feu troie la nuit. Le ciel s'embrasa et on vit apparaître l'oiseau de feu. Déployant ses ailes écarlates, l'oiseau se mit lentement à danser. Il tournoya, cambra ses ailes, ondula avec grâce, et le ciel se tenta de lueurs roses et or, comme si une aurore boréale s'était levée. Fasciné, Yvan regardait l'oiseau magicien et le feu d'artifice qu'il faisait naître. Il n'était pas seul. Caché lui-même était comme hypnotisé. Il se passa alors quelque chose d'incroyable. Ensorcelé par la danse de l'oiseau, Caché se mit à tituber. Ses yeux devinrent vitreux et envoûté, il s'écroula dans la poussière, profondément endormi. L'oiseau cessa de danser et se posa près d'Ivan Tsarevitch. « Vite, prince Ivan, tu n'as que peu de temps. Je n'ai pas le pouvoir de tuer Caché, mais je vais te révéler son secret. Caché est immortel parce qu'il a séparé son âme de son corps et qu'il l'a caché dans un œuf. Tu vois cet arbre mort ? Dans le tronc, tu trouveras une boîte. Ouvre-la. Dans cette boîte, tu verras un œuf. Si tu parviens à le briser, Caché disparaîtra à jamais. » Et dans un halo de lumière, l'oiseau s'envola. Yvan avança jusqu'à l'arbre. Il glissa sa main dans le tronc creux et sentit une boîte. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il découvrit un œuf gris comme une pierre. Il le posa délicatement par terre. Et d'un coup de talon, il le cassa en deux. Ce fut comme un tremblement de terre. Dans un grondement terrible, la terre se fissura et une fente béante s'ouvrit dans le sol. Le château de Caché fut englouti, avec ses tours, ses grilles et son pont-levis. Caché tenta de s'agripper à la roche avec ses doigts crochus, mais il glissa inexorablement et tomba dans l'abîme avec un rugissement. Dans un grondement, la terre se referma et avala Caché l'immortel. Au moment même où le sorcier disparut, le ciel redevint bleu. Les arbres morts refleurirent et sur le sol gris et calciné, l'herbe se remit à pousser, parsemée de coquelicots. La fontaine, que Caché avait pétrifiée, recommença à couler avec un petit bruit cristallin. Et les guerriers que Caché avait changés en pierre reprirent des couleurs. Les chiens se remirent à japper et les chevaux à hennir joyeusement. Et tous les princes, enfin délivrés, venaient au-devant d'Ivan Tsarevitch en criant « Gloire au prince Ivan! Gloire au prince Ivan Tsarevitch !» Enfin, les 13 princesses apparurent dans la prairie et Vassilissa se jeta dans les bras de son amoureux. Et on raconte qu'il n'y eut jamais plus beau mariage dans tout le royaume de Russie. Voilà, notre voyage à travers ce conte se termine et je propose qu'on passe maintenant à son décryptage. Comme toujours, avec les contes initiatiques comme celui-là, l'interprétation peut être très riche et la mienne ne sera évidemment pas la seule et unique. Les symboles de ce conte sont très nombreux et on va les regarder en détail. Et donc, il y a plusieurs interprétations possibles et moi je choisis aujourd'hui d'analyser ce conte à la fois du point de vue de développement personnel,
un peu comme d'habitude, et en plus du point de vue de leadership, qui peut être appliqué à une organisation, à une entreprise. On va voir ce que ça donne. Alors, le conte commence avec l'oiseau de feu. Dès le début, on entend déjà parler de cet oiseau mystérieux, sans l'avoir encore vu, et on apprend que cet oiseau vient toutes les nuits dérober des pommes d'or dans le jardin du tsar. Alors, qu'est-ce que ça signifie déjà ? Qu'est-ce que cet oiseau représente et pourquoi est-ce que l'oiseau vole des pommes d'or du tsar ? L'oiseau de feu, et encore une fois, j'insiste, ça n'est qu'une interprétation possible. Donc il représente, d'après moi, une lumière intérieure, une intuition, un désir brûlant. En gros, c'est un appel intérieur. Un appel intérieur vers quelque chose de différent, vers une nouvelle destinée, vers une nouvelle vision de notre vie, vers un changement, une transformation. En fait, on ressent un besoin et on entend un appel. Et les pommes qui disparaissent du jardin, ce sont nos ressources qui commencent à s'épuiser petit à petit si on ne répond pas à cet appel. Donc l'oiseau de feu, autrement dit, cette lumière intérieure, cette intuition, ce désir brûlant, nous font savoir, l'oiseau nous fait savoir, à sa manière, il va voler les pommes, que si on ne bouge pas, si on n'essaie pas de comprendre ce qui se passe, si on ne répond pas à l'appel, bientôt, il n'y aura même plus aucune pomme et plus de pommiers du tout. Donc, plus de ressources, plus d'énergie, plus rien. Ok. Et si on regarde maintenant, tout de suite maintenant, la même chose appliquée à une organisation. Qu'est-ce que l'oiseau de feu peut représenter dans une équipe, dans une organisation, dans une entreprise ? En fait, c'est une idée lumineuse. C'est une vision assez ambitieuse. Une innovation qui dérange peut-être l'ordre établi au sein de cette équipe, cette organisation, cette société. C'est en tout cas un signal faible que seul un leader attentif peut percevoir. Il ne faut pas dormir, pas comme font en tout cas les deux frères d'Ivan. Il ne faut pas être trop loin et juste commander comme fait le tsar. En fait, c'est ce moment-là, cet appel, où le dirigeant ou une équipe, ils vont capter quelque chose qui pourrait tout changer, une opportunité, une intuition stratégique. Très bien. L'oiseau de feu, il va inspirer, évidemment, cette idée est inspirante, mais elle brûle aussi. Le simple fait de l'apercevoir va mettre tout le système en tension. C'est pas sans conséquence. On ne peut plus faire comme si on n'avait jamais vu ça. On ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Très bien. Donc, ici aussi, on a dit c'est un appel à l'action. Quelque chose doit changer. Dans le change management, on appelle ça le wake-up call, ou autrement dit, un réveil. Il faut qu'on se réveille. Ok. D'ailleurs, c'est intéressant dans le conte, donc il faut rester éveillé, on l'a dit, pour apercevoir cet oiseau. Ok. C'est ce que les deux grands frères ne sont pas capables de faire. Seul Ivan, le plus jeune, il a assez de résistance et de force de caractère, quelque part, pour ne pas s'endormir. Et donc, il va effectivement voir un magnifique oiseau. On aurait dit une flamme turbulente, nous dit le conte. Ivan a même dû se mettre la main devant les yeux pour ne pas être ébloui. Je cite le conte encore. Donc, on comprend que la lumière de cet oiseau, elle est forte et puissante. Et c'est ce que Jung appelait l'énergie lumineuse, avec un N. Elle est magique et elle est lumineuse aussi. C'est en fait une force sacrée extrêmement puissante, qui n'appartient à personne. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre ici. On ne peut pas l'attraper et la capturer. Ou alors on peut, mais il faut relâcher cette puissance. Et c'est ce que Ivan va apprendre. C'est comme le Graal, on ne peut pas le posséder. L'oiseau de feu, on ne peut pas le capturer et l'enfermer.
Ok, donc il faut aller au bout du compte, au bout de ce voyage, pour réaliser ça. Mais la volonté et le désir de capturer cet oiseau, capturer cette lumière, cette idée, va déclencher l'aventure initiatique. Il faut qu'on se mette en chemin. Donc il nous faut un peu ce désir impossible. Ok, notre héros décide de répondre à l'appel. Donc il dit au père, il dit au tsar, je vais t'amener cet oiseau. Dans une entreprise, si on fait le parallèle, un leader courageux dans une organisation va apercevoir la lumière, avoir une idée, donc il va avoir suffisamment de courage pour aller poursuivre cette lumière, cette idée, cette intuition, se mettre en chemin. Il ne s'agit pas juste d'être un leader attentif, voir les choses. Il s'agit de faire quelque chose de ça. Ok. Donc Yvan se met en chemin et va traverser des pays. On voit que le chemin est très très long. On le sent bien en lisant le conte. Le jeune prince va traverser beaucoup de pays. Et partout où il va aller, il va demander où est-ce qu'il peut trouver cet oiseau merveilleux. Mais en fait, personne n'a jamais entendu parler. Personne n'est capable de le renseigner. Parce qu'en fait, ça ne s'apprend pas par les autres. Cette lumière incandescente, cette intuition furtive, on ne peut que tomber dessus par hasard. Et c'est ce qui va se passer. Yvan arrive par hasard dans une clairière, baigné de lumière, et c'est là qu'il voit l'oiseau qu'il cherchait depuis tout ce temps. Et d'ailleurs, il parvient à le capturer. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Mais l'oiseau donc le supplie de le relâcher, et Yvan comprend que tenir un oiseau comme ça en captivité n'est pas quelque chose de juste. Et il ne peut pas faire autrement que de le libérer. Et c'est très bien. Le conte nous dit qu'il était ému par tant de beauté et de détresse. Et la juste attitude face au Numen, ce mot, ce terme jungien, rappelez-vous ce côté magique, la juste attitude face aux choses merveilleuses comme ça, c'est cette compassion, cette ouverture du cœur qui permet à Yvan d'accéder à quelque chose d'infiniment précieux. Et c'est quoi cette chose ? L'oiseau de feu va lui donner une de ses plumes. Et c'est pas n'importe quelle plume, c'est une plume magique. Autrement dit, l'oiseau de feu va lui donner un peu de sa force, de sa sagesse, de sa lumière. Et dès que Yvan en aura vraiment besoin, il pourra s'en servir. Dès que Yvan se sentira en danger, mais vraiment en danger, l'oiseau volera à son secours. C'est comme savoir avec certitude au fond de soi que nous possédons toutes les ressources dont nous avons besoin pour nous tirer d'un mauvais pas. Autrement dit, l'oiseau de feu va offrir à Yvan un sentiment de confiance qui n'a pas de prix. La confiance en ses forces, à lui, et la confiance aussi en son destin. Ne pas rebourser chemin. Continuer en son destin ou en tout cas en quelque chose de plus grand que lui. Quelque chose qui le dépasse et qui sera toujours là pour le guider, pour lui venir en aide. Et de l'aide, il en aura besoin. D'ailleurs, un détail intéressant dans le conte, l'oiseau ne s'était pas posé n'importe où. Il s'était posé au milieu de la clairière, la même clairière où Yvan va rencontrer les jeunes filles captives. En fait, c'est fait exprès. Autrement dit, au fond, qu'est-ce que l'oiseau désirait depuis le début ? Déjà, depuis le moment où l'oiseau venait voler les pommes d'or, l'oiseau voulait conduire Yvan là où on avait besoin de lui. Là où quelque chose était emprisonné, là où il y avait quelque chose à réparer, quelque chose à libérer. Ça, c'est très intéressant à comprendre. Et l'idée lumineuse ne vient pas par hasard. Elle vient là parce que
il y a quelque chose qui souffre quelque part. Il y a un besoin en tout cas. Dans le conte, il faut libérer les 13 jeunes filles. Et dans ces 13, il y en a une dont le prince Ivan, la princesse Vassilissa, dont le prince Ivan va tomber amoureux. Les jeunes filles sont retenues captives par Kashai l'immortel. Donc c'est un redoutable sorcier et un vrai méchant. Nous l'avons déjà rencontré dans un conte qui s'appelle « La reine grenouille », pour ceux et celles qui voudraient écouter ce conte russe, très joli aussi. Il est dans ce podcast « Le reflet des contes », vous le trouverez. Donc Kashai l'immortel, en russe « Kashai Bessmertne », n'est pas juste un méchant comme ça en fait. C'est vraiment l'un des archétypes les plus puissants du folklore russe. Et il incarne cette ombre paralysante, figée, glacée, comme ça. Et le pouvoir aussi, le pouvoir qui contrôle la vie et qui empêche l'évolution. D'ailleurs, autour de lui, tout est steppe, sans arbres, les arbres sont morts, les pierres, les roches, tout est en souffrance, il n'y a pas une herbe verte, il n'y a rien. Tout est pétrifié. C'est quelque chose de rigide. Il représente aussi un ego qui veut tout garder et qui refuse tout changement. Et pour nous tous, ce Kashai, il symbolise la part de nous qui refuse d'évoluer, même quand il nous fait souffrir. Parce que comme toujours, tous les personnages du conte se retrouvent en nous, à l'intérieur de nous, et à l'intérieur d'une organisation aussi, évidemment. Mais revenons à ce refus d'évoluer. En fait, au fond de ce refus, il y a quoi? Au fond, il y a la peur cristallisée, figée comme ça. En fait, c'est quelque chose qui nous pétrifie. En tout cas, ça ne circule plus. C'est dur, comme une pierre. Et Ivan, d'ailleurs, va voir tous ces vaillants soldats transformés en pierre par Kashai. Notre peur, elle est comme ça. En fait, c'est très intéressant. Kashai l'immortel, c'est le meilleur symbole des résistances au changement. Si on retourne vers l'application en entreprise, on parle beaucoup de change management. Et bien là, on est dans les résistances au changement. Ce sont les forces d'inertie du système. On ne parle pas des gens là. Kashai l'immortel, ne représente pas les personnes. Il représente la culture figée, les peurs internes, des anciens réflexes, alors les mauvais réflexes évidemment, des jeux de pouvoir, les habitudes et les croyances limitantes, tous les processus qui protègent des trucs, des traditions comme on a toujours fait, des mauvaises traditions, toujours. Voilà, les forces d'inertie du système ou d'une organisation. Et ce sont des forces qui se perpétuent en fait, elles aussi, elles sont immortelles quelque part, en fait. Elles vont toujours trouver une excuse pour dire non. Pas maintenant, on veut pas cette transfo, pas comme ça, pas avec nous, pas avec ça, etc., etc. Ce sont toutes les résistances au changement, auxquelles il faut s'attaquer. Parce que ces forces gardent prisonnières quelque chose. Si on revient dans le conte, les princesses, la princesse et ses jeunes sœurs. Et que représentent ces jeunes filles pour une entreprise? En fait, c'est le potentiel des équipes. C'est le potentiel vivant des équipes. Et la princesse captive, c'est l'énergie humaine qui est emprisonnée par cette fameuse inertie du système. C'est le sens, le cœur, le souffle, les talents qui ne sont pas exprimés. Les idées qu'on n'ose même plus dire, la collaboration qui ne fonctionne pas, l'intelligence collective qui ne se fait pas du tout, ne prend pas, des émotions qu'on essaie de réprimer, mettre sous cloche, c'est tout ça qu'il faut libérer. Sans ça, aucune entreprise ne peut avancer, aucune énergie ne circulera dans cette équipe, dans cette entreprise, dans cette société. C'est tout le potentiel collectif qui attend d'être réveillé, libéré. Et un leader peut parfois sentir cette énergie retenue d'ailleurs. On peut entendre certains managers qui disent
Mes équipes, ils ont du potentiel, mais il y a quelque chose qui les étouffe. Ça ne circule pas. Ah tiens, ici, ça manque d'initiative. Tout est comme figé, endormi, un peu, je comprends pas. Voilà. Donc ça, c'est pour une organisation. Et si on revient encore à l'interprétation individuelle, la princesse, c'est notre vie psychique qui est bloquée. C'est notre désir de lien et de beauté qui est emprisonné par un mécanisme de défense. Parce que, par exemple, je ne sais pas, on a peur d'être trahi, on a déjà été trahi par le passé. Et donc maintenant, la peur nous fige, littéralement. On ne peut plus entrer en lien avec les autres. C'est notre âme qui reste emprisonnée. Et tant que le cachet garde la princesse, le héros, Yvan et nous donc, on reste incomplet, on n'est pas entier. Donc dans cette quête, et comme souvent dans les contes, tous les contes initiatiques où il y a la quête, on cherche quoi? On cherche la complétude. Et là, en fait, il n'y a pas le choix. À ce stade, on ne va pas juste rebrousser chemin et dire j'irai m'attaquer aux forces d'ombre demain. Là, il faut y aller. Il faut affronter ce cachet. Et notre héros va le faire. Mais Yvan donc ne peut pas vaincre cachet par la force brutale, frontale. Et c'est souvent comme ça avec les forces de l'ombre, dans tous les contes, ou dans la plupart des contes en tout cas. Il doit comprendre où se cache le point vulnérable de ce cachet, où se cache sa mort. Et donc l'oiseau de feu va lui révéler le secret que la mort de cachet a été détachée de son corps, mise dans un œuf, qui lui se trouve dans une boîte ou un coffre, un coffret, et cette boîte, elle est posée sur un arbre mort. Ok, donc déjà, on est allé jusqu'à la cause racine, on a repéré le truc. Bon, dans d'autres contes, d'autres versions de ce conte, on a même à l'intérieur de l'œuf une aiguille qu'il faut casser en deux. Bon, ici, il n'y a pas d'aiguille, il faut juste casser l'œuf. Ça revient au même. Donc, l'ombre de cachet, l'ombre en fait, cette force maléfique, elle ne peut pas être détruite frontalement, jamais. Impossible, on ne peut pas proclamer, aller au sabre, ça ne fonctionne pas. Il faut ouvrir le rideau, il faut aller en coulisses, il faut dévoiler la cause racine, comprendre ce qui se cache derrière. Où est la peur? De quoi cette peur se protège-t-elle? Où se trouve le noyau? La croyance limitante, le truc, le bidule. Donc la mort de cachet, c'est lorsqu'on va dissoudre une croyance limitante. C'est quand on va comprendre aussi un vieux schéma qui était là avant pour nous protéger, ne nous sert plus à rien, voire nous entrave maintenant. C'est la mort de cachet. Une fois qu'on a compris ça, c'est bon, les choses vont pouvoir bouger. C'est aussi quand on va décider de démonter un mécanisme archaïque qui ne sert à rien dans notre vie. Caché, ce monstre, il va tomber dès que Yvan touche le cœur de la peur, dès qu'il écrase l'œuf. Donc il faut aller dans l'œuf. Il faut aller dans le cœur du problème. Si on regarde maintenant la même chose en entreprise, notre leader, il va reconnaître la peur et l'inertie, donc le fameux cachet, derrière ce qui se passe dans l'organisation. Et il va oser descendre dans les zones difficiles, un peu dans les ténèbres de l'organisation, pour aller démonter des trucs archaïques qui ne servent plus à rien et qui entravent tout le système, toute l'organisation. Et pour ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'être un super-héros. Par contre, il faut avoir du courage. Tiens, d'ailleurs, le dernier numéro de Harvard Business Review parle du leadership courageux. C'est intéressant. Une synchronicité peut-être. Et c'est aussi parce que notre leader, il est lucide, alors il est courageux, Il est aussi lucide qu'il sait qu'aucune transformation ne pourra se faire si on reste juste à la surface. Donc,
il accepte d'aller dans les ténèbres, dans les profondeurs. Comme il est impossible d'abattre la résistance par la force, et on ne parle pas ici de la résistance des individus, évidemment, ici on parle des modes de fonctionnement, d'une organisation, des systèmes, des processus vieux, rigides, archaïques, tout ça. Voilà. Donc c'est ça la résistance qu'on veut abattre. Ok. Donc comme on ne peut pas tout faire sauter d'un coup, il faut comprendre d'où ça vient. Pourquoi est-ce que les équipes résistent? Quelle peur est en jeu? Quelle croyance empêche d'avancer? Qui protège quoi? Pourquoi ce processus persiste? Quel trauma organisationnel n'a jamais été nommé? Etc., 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 etc. Et le travail du leader, c'est justement aller au cœur de la résistance, pas de la forcer. C'est vraiment la leçon ici. Donc dans le change management, dans l'accompagnement du changement, c'est bien de faire des matrices des alliés, on parle des stakeholders matrices, on parle des plans de change et de com, tout ça c'est très bien, il faut le faire évidemment. Mais avant ça, il s'agit d'aller un peu derrière les coulisses pour comprendre ce qui se joue et pour comprendre ce qui bloque. Il faut aller dans l'œuf. Et après seulement, on peut bâtir tout un tas d'outils de change incontournables, il en faut. Les matrices, les plans, tout ça, et les roadmaps même, mais ils n'en seront d'ailleurs que plus pertinents. Et ça, c'est fondamental dans tout change management. Donc si on revient au compte, une fois que Kashey est vaincu, la princesse est libérée, tout ce qui était figé et pétrifié commence à revivre, et la vie circule de nouveau. C'est formidable. Et dans une organisation, mais c'est le potentiel humain qui circule à nouveau, c'est-à-dire il y a la créativité qui revient, les équipes sont plus engagées, on commence à vouloir exprimer ses talents, on est motivé, c'est génial. Et dans nos vies, à nous tous, c'est notre énergie vitale qui se remet à circuler. C'est le vivant en nous qui se réveille. Après avoir traversé l'ombre, on va retrouver cet élan de vie qui nous est vital. Et on va retrouver notre complétude ou notre totalité. Voilà. C'est un très 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 beau conte sur le change management, sur le retour de la vitalité, de l'élan vital et sur la libération des talents et de la créativité. Parce que on a été capable de vaincre nos peurs, nos résistances, nos croyances qui nous tenaient prisonniers et qui figeaient tout, qui figeaient notre élan vital. Voilà. Tout ça parce qu'on a été assez courageux pour répondre à l'appel. Voilà. Souvenez-vous, tout a commencé avec un appel pour descendre dans les profondeurs et essayer de comprendre, aller dans les coulisses. Ok. Je te propose un exercice. J'ai appelé cet exercice « Suivre l'oiseau, nommer le cachet et libérer la princesse » en 3 temps, un peu comme d'habitude. La première étape, identifier l'oiseau de feu ou l'appel intérieur ou sa vision. Note une intuition, un désir ou une idée lumineuse qui revient régulièrement et que tu n'as pas encore totalement écouté. Qu'est-ce qui t'appelle en ce moment? Où est-ce que tu sens qu'il y a une petite flamme qui brûle, qui scintille en tout cas? Voilà, ça c'était la première étape. La deuxième étape, on va s'intéresser à Kashey ou à la résistance qui fige. Là, je vais te demander d'identifier la peur ou la croyance limitante ou l'habitude qui t'empêche d'avancer vers cette idée. Qu'est-ce qui te bloque en fait? Creuse un peu. Ça ne va pas venir tout seul évidemment, l'ombre ne va pas se dévoiler comme ça, il faut insister un peu. Qu'est-ce qui t'immobilise? Quelle phrase intérieure te fige dans ton élan et t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'entreprendre des choses? Ok. Et la troisième étape, libérer la princesse ou remettre la vie en circulation. Et là, c'est pareil, ça va être un tout petit pas. Écris une seule petite action, juste une, qui ferait
qui te ferait du bien en fait, mais au sens qui ferait circuler de nouveau ton énergie. Un petit pas grand-chose qui fera avancer le schmilblick finalement. Quelle micro-action rendrait la situation plus vivante et te permettrait d'aller un peu plus vers ce que tu désires, vers ce qui doit changer en tout cas. S'il y a un appel, c'est qu'il y a souffrance. S'il y a souffrance, il y a besoin de se transformer, de changer quelque chose en tout cas. Alors, une action vers le change, une micro-action. Pour aller plus loin, même si cet épisode, je trouve, déjà donne pas mal de clés, et on peut bien sûr avoir besoin d'aller plus loin, avoir besoin d'un miroir par exemple, un sparring partner, un conseiller, tu peux bien sûr me contacter, à la fois pour des questions personnelles ou des sujets d'équipe, si tu as besoin d'un accompagnement au sein de ton entreprise. Je travaille aussi avec des organisations sur ces sujets de transfo et de changement. Et mes coordonnées, tu vas pouvoir les trouver comme d'habitude dans les notes de l'épisode ou tu peux me contacter aussi sur LinkedIn, je réponds toujours. Merci de m'avoir écouté. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescomptes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau compte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son compte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton compte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera ? À très vite pour un conte.